Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Bonjour, bonjour, les beaux amours. Hey, je devrais peut-être faire une intro chantée. je vais cogiter ça dans les prochains mois, là, ça vient de monter, tiens. OK, bon, je m'égare. C'est un sujet aujourd'hui qui m'intéresse énormément. Ça fait longtemps que je veux en parler sur le podcast. Je veux parler de Human Design. Et là, ça fait là, depuis l'année dernière que je me dis, je veux en parler, ça m'intéresse. Je pense que ça peut être un fabuleux outil de connaissance de soi. Ça peut être tellement validant. Moi, perso, là, quand j'ai fait générer ma carte, puis que j'ai eu une lecture, pas de ma carte, mais de ma charte de Human Design, puis que j'ai eu tout ça, j'ai eu l'impression qu'on m'a donné, là, genre, le manuel d'instruction de Vanessa Pilon. Puis là, j'étais comme, les affaires où je chantais que j'étais pas normale, que je devrais pas fonctionner de même. On dirait que ça venait valider tellement de choses, puis je venais mieux comprendre comment je fonctionne. Et ça a tellement été profond pour moi, puis en même temps, c'est vraiment un système qui est très, très complexe. Que je me suis dit, je peux pas vous en parler de même un peu à botch. Il faut que je trouve quelqu'un de réellement qualifié qui est là-dedans, qui baigne dans le Human Design depuis suffisamment longtemps. Et il y a mon amie Karine Isabelle qui m'a dit, tu devrais aller voir là, sur Instagram, il y a une fille qui s'appelle Karine aussi, c'est atypiquement parfaite. Fait que là, je vais voir son profil, puis tout. Puis je me suis inscrite à son infolettre à Karine et là, j'ai tellement eu un immense coup de cœur parce que pour la première fois dans le domaine francophone, j'ai vu quelqu'un qui s'intéresse au Human Design avec tellement de nuances, qui est capable vraiment de créer des liens puis d'avoir une perspective méta sur les choses, puis qui n'est pas dans le clickbait ou dans les trucs accrocheurs là, qui vont nous générer des likes sur Instagram. Vraiment, Karine a fait tellement un beau travail là, de nuances par rapport au Human Design et je trouve que son travail est impeccable. Alors, j'ai osé lui écrire un petit message pour l'inviter et elle a accepté. Donc, c'est avec un grand, grand bonheur que j'accueille Karine sur le podcast. Et là, juste avant qu'on commence l'épisode, si vous n'êtes pas familier avec le Human Design, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là. Peut-être que vous êtes en train de jogger avec votre chien et que ce n'est pas un bon moment, mais je vous encouragerais à peut-être mettre sur pause au courant de l'épisode et aller faire générer votre charte sur le site de Karine, atypiquement parfaite. Donc, vous allez avoir déjà quelques clés, quelques pistes pour vous permettre d'écouter cet épisode en vous orientant puis en comprenant un peu de quoi on parle. Donc, juste d'avoir ça devant les yeux ou juste d'avoir regardé au moins une fois, ça va vous permettre de peut-être un peu plus capter de quoi on parle dans l'échange. On ne fait pas le tour de tout, évidemment, parce que c'est tellement riche, tellement profond, le Human Design, mais ça vous permettra, je pense, d'écouter cet épisode-ci, de comprendre pourquoi, puis qu'est-ce que ça peut informer, puis comment ça peut nous permettre de mieux interagir avec les autres, parce que le Human Design, c'est pas juste un outil pour se regarder le nombril puis se comprendre soi-même, tu sais, c'est se comprendre soi-même pour interagir avec les autres et aussi comprendre les autres pour être capable de pleinement être dans notre incarnation présente. Fait que j'adore le Human Design, je ne m'y connais pas beaucoup, mais là, on va plonger avec Karine Guy de Atypiquement Parfaite. Je vous souhaite un bel épisode. Karine, je suis sincèrement excitée que tu sois devant moi, là, vraiment, parce que c'est un sujet qui m'excite beaucoup. J'en connais peu, je vais être vraiment humble avec ça. C'est vraiment plus au niveau de la curiosité en ce moment. Ça m'intimide de regarder des chartes de Human Design, mais quand j'ai découvert ton contenu, on dirait que ça a tellement allumé quelque chose en moi. Je me suis dit, OK, pour une fois, quelqu'un qui va dans la nuance, dans la profondeur, qui prend le temps d'expliquer les choses. Donc, je suis vraiment, vraiment en joie que tu sois là. Puis j'ai vraiment, là... Aujourd'hui, je vais essayer de tirer le maximum de ta présence, OK? Fait qu'on va mettre des limites aussi claires. Là, si t'es fatigué puis t'es tanné, tu me lèveras ton petit doigt parce que je pense que mes questions peuvent venir à l'infini là, par rapport au Human Design. C'est génial parce que... on a regardé nos chartes. C'est ça, on se connaît. Je suis manifesting generator. Fait que, puis mes variables, puis là, tu sais, je me lancerai pas trop là-dedans, là, mais mes variables, ils pointent à droite. Fait que je suis vraiment nourrie par les questions. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne le mieux pour moi. Fait que on est à la bonne place. Bon, on est dans la bonne position. Exactement. Puis, je te le disais un petit peu quand je suis arrivée, moi, sortir de la maison, ça fait vraiment du bien.
Oui, bien, on peut déjà en parler parce que ben, une des choses qui a piqué ma curiosité, c'est que, bon, tu te spécialises dans le human design. C'est vraiment comme ta passion. Tu es très geek là-dedans depuis de nombreuses années. Puis ton autre projet, c'est Atypiquement Parfaite. Puis moi, ça a quand même allumé de quoi pour moi parce que je me suis dit, tu sais, tu aurais pu mettre Karine Human Design ou utiliser un nom comme ça, mais tu es allée vraiment dans une autre tangente. Puis j'avais le goût que tu nous expliques pourquoi tu avais décidé de prendre ce nom-là parce que je pense que quand même, ça a une portée importante pour toi. Oui, exactement. Ben, en fait, Atypiquement Parfaite, c'est né à peu près 10 mois après la naissance de mon plus jeune, qui a 7 ans. Puis, ce petit humain-là, il est venu guérir plein de choses, mais on en reparlera peut-être plus tard. Puis, quand j'ai commencé Atypiquement Parfaite, je voulais m'adresser principalement aux mamans qui avaient besoin d'accepter des diagnostics. Parce que 3 ans avant, j'avais eu un petit humain, j'avais donné naissance à un petit humain qui avait 47 chromosomes au lieu de 46. Puis c'est venu changer, bouleverser beaucoup de choses dans ma vie. Puis tout le processus d'acceptation, le fait de nommer, chercher des repères, chercher des outils, c'était difficile. Puis je trouvais que c'était important d'ajouter parfaite parce que même si c'est atypique, c'est pas moins parfait, justement. Fait qu'on on a vraiment une famille qui est colorée. À l'époque, quand j'ai lancé Atypiquement Parfaite, on n'avait même pas encore de diagnostic pour mon plus vieux. Que maintenant, on sait qu'il a une douance, qu'il a aussi de l'autisme, ce qui explique beaucoup de choses dans notre réalité de quand il était plus petit. Mais au moment du lancement d'Atypiquement Parfaite, la seule composante atypique de notre famille, c'était principalement mon deuxième qui est né avec la trisomie 21. Puis qu'est-ce que ça t'a amené pour toi d'avoir un diagnostic? Tu sais, ce moment-là où on comprend ce qui se passe. Comme, qu'est-ce que tu as ressenti quand il y a eu des diagnostics? C'est quoi la différence entre vivre avec une certaine réalité puis après ça, avoir un mot ou une réalité ou en tout cas de savoir de quoi il s'agit? Est-ce que ça a une portée? Ou... Bien, en fait, mon deuxième, pendant que j'étais enceinte, on ne le savait pas. Qu'il y avait la trisomie 21. On a eu des suivis un peu plus serrés parce que il y avait certaines anomalies de croissance, mais il n'y avait jamais eu de diagnostic précis et les probabilités que ce soit la trisomie 21 étaient extrêmement minces. Donc, on a fait confiance aux statistiques, puis on a poursuivi la grossesse sans faire d'amniosynthèse. Puis, c'est à la naissance qu'on nous l'a appris. Donc, c'est certain que le choc a été énorme. Puis, de là... je dirais que tout s'est pas mal écroulé. Personnellement, je suis enseignante. Fait que quand il y a eu 1 an, je suis retournée après mon congé maternité pour enseigner, puis je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de faire face à des parents qui s'étaient battus, parce que moi, j'enseignais au secondaire, puis je rencontrais des parents qui s'étaient battus toute leur vie pour faire valoir les droits de leur enfant qui avaient des besoins particuliers à l'école. Je savais à quel point les services étaient déjà limités à ce moment-là. Il y a à peu près 9 ans de ça. Puis ça ne s'est pas amélioré avec le temps. Donc, pour moi, il y avait toute la composante de acceptation du diagnostic et le fait que je comprenais beaucoup de toutes les autres implications qui venaient de mon bagage précédent. Puis, pour vrai, là, pour dire que j'étais capable de parler de son diagnostic sans pleurer, ça a dû prendre 6 ans. Ah ouais? Oui. Puis après ça, on a eu le diagnostic de mon plus vieux. Bien sûr, la douance, c'était pas un... C'est l'école qui a demandé pour qu'il soit évalué pour la douance. On ne l'aurait jamais fait évaluer pour ça parce que il y avait quelque chose qui accrochait en classe, qu'on ne comprenait pas pourquoi. C'était difficile, son comportement, puis tout ça. Puis on a eu juste une réponse que, bon, OK, il a un haut potentiel intellectuel et il a de la difficulté à s'adapter dans un contexte où les autres ne pensent pas de la même façon que lui.
Fait que là, ben, on a dit, ben, OK, c'est correct, ça se peut, tu sais, il est un peu émotionnel, il y a un petit peu plus, il y a un petit peu plus de défis à écouter les autres. Fait que, tu sais, il va s'ajuster avec le temps. Et finalement, on a eu accès à une classe pour enfants doués. Il y avait une école pas très loin de chez nous où il avait ouvert une classe pour les enfants qui vivaient avec une douance. Fait qu'on a fait une demande d'admission, il a été admis. Et même là, il y avait des choses qui accrochaient, donc ils nous ont recommandé fortement de le faire évaluer une deuxième fois. Et je me suis rendu compte à quel point j'avais progressé puis cheminé avec les mots quand finalement la psychologue nous a annoncé « Non, bien, votre fils, finalement, il est autiste ». Ça m'a pas donné de choc ou de pincement au cœur. J'ai pas senti de contraction en dedans. Mm-hmm. J'ai dit « OK, enfin, on va pouvoir travailler avec les bons outils ». Oui, c'est ça. Tu avais vraiment cheminé par rapport à comment on reçoit ce... Exactement. Fait que là, maintenant, je peux dire que, j'ai vraiment fait un gros bout de chemin sur ce vocabulaire-là qui était teinté de tellement de préjugés, résistances, des expériences de jeunesse, des histoires qui étaient racontées par la famille, les grands-parents. Parce que, tu sais, c'est tabou. C'est quand même des domaines tabous quand ça touche à l'intelligence. Puis, tu sais, veux pas, je suis allée à l'université, je me suis toujours tenue avec des gens de sciences, des gens qui avaient des quotients intellectuels quand même assez élevés. Fait que là, me retrouver dans une maison avec un enfant avec un très haut potentiel intellectuel, c'était pas un gros choc, mais avec une déficience intellectuelle, oui. Puis l'autisme, pour moi, c'était souvent de pair avec la déficience intellectuelle. Fait que là, prendre conscience que, ben non, finalement, ça existe autrement. C'est un spectre. Puis il y en a des millions de nuances là-dessus. Est-ce que tu dirais que ça a comme ouvert tes perspectives par rapport à le champ des possibles, ou en tout cas la diversité de façons d'être, de cerveau, de comment on perçoit le monde, parce que c'est ça aussi, être avec la neurodivergence. Oui, exactement. C'est de voir qu'il y a différentes façons d'expérimenter la réalité. Exactement. Puis, tu sais, quand on s'imagine devenir maman, on se fait un scénario de ce que ça va être la maternité, tu sais, puis on se dit, OK, moi, je vais avoir des enfants, puis on va faire ça ensemble, tu sais. Ouais. Puis, je me disais, ben non, je peux pas avoir un enfant handicapé, je peux pas avoir un enfant autiste, ça va me mettre tellement de limites. Mais non, ça m'en met pas de limites. Ça m'en met pas, j'ai même démarré une entreprise après la naissance du troisième, une folle. Une folle, quoi. mais c'est ça, tu sais, ça m'en met pas de limite. Tu sais, ça fait juste mettre des nuances différentes dans ma maison. Oui. Puis comment justement, tu partais du domaine scolaire, t'étais prof de sciences, puis là, de composer avec ta vie familiale qui, comme tu le dis, est colorée, ça résume. Puis comment est-ce que finalement ça t'a amené à justement te tourner vers le human design, de lancer ton entreprise? C'est l'entrepreneuriat, des fois, ça vient dans un désir de, je sais pas, être indépendant financièrement. Il y a différents motifs pour se tourner vers l'entrepreneuriat. Puis toi, j'ai l'impression que ça a été un moteur un peu différent. Bien, tu sais, je l'ai nommé à d'autres endroits, mais tu sais, dans ma réalité, je ne pouvais pas être juste une maman. Puis c'est une des choses qui faisait qu'une partie de moi voulait pas avoir un enfant handicapé, c'est que j'avais peur que ce handicap-là m'empêche de me réaliser à l'extérieur de la maternité. Ben oui. Puis c'était important pour moi d'avoir un projet que je nourrissais pour moi. Pas pour mes enfants, pas pour mon chum, pas pour être la meilleure femme au foyer, mais vraiment pour moi. Puis, ben, dans ma réalité, l'entrepreneuriat, c'est
pas mal imposé, dans le sens où c'est ça qui m'accordait le plus de flexibilité. Tu sais, j'ai regardé toutes sortes de possibilités d'évaluer, OK, je pourrais faire quelque chose qui n'est pas trop exigeant pour mon cerveau, mais en même temps, je vais avoir besoin d'avoir un horaire qui va être très... je vais être obligée de travailler la fin de semaine, je vais être obligée de travailler le matin, je vais être obligée... Ça ne fonctionnera pas avec notre réalité familiale. Mm-hmm. Donc, l'entrepreneuriat, ça me permettait vraiment de jongler avec mon horaire d'une façon plus fluide, mettons. Mm. Merci de partager avec tellement d'ouverture, puis ce que ça t'a fait traverser, puis aussi comment te cheminer à travers ça, puis les deuils qui viennent quand même avec les diagnostics, puis avec toute la vision qu'on peut se faire de la maternité. Puis je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, ça peut aussi vraiment venir résonner. Fait que merci de le partager avec beaucoup d'ouverture comme ça. C'est précieux. Mais c'est vraiment comme... C'est quelque chose qui fait partie de moi. Puis ça faisait partie de la nécessité aussi d'être typiquement parfaite au départ. D'arriver à nommer les choses avec une grande transparence. De ne pas me mettre de tabou sur « OK, je me sens comme ça aujourd'hui. » Puis ça se peut. Ça se peut qu'aujourd'hui, je sois déprimée. Ça se peut qu'aujourd'hui, je me sente dépassée, tu sais. Puis à la fin, ben, le soleil va revenir. Oui. On le sait pas quand. On le sait pas quand, des fois. Mais il va revenir. Oui. Puis est-ce que justement de te tourner vers des outils comme le Human Design, ça... Tu sais, qu'est-ce que ça a permis pour toi? Puis qu'est-ce qui t'a allumé dans le Human Design versus toutes sortes d'autres affaires qui existent? Qu'est-ce qui a fait comme « Ouh, ça... on tient de quoi, là? » Bien, en fait, probablement mon côté geek. Mais il y a... Tu sais, le Human Design, le premier contact que j'ai eu, bien sûr, comme ben du monde. En fait, il y a quelqu'un qui a parlé de ça sur les réseaux sociaux, puis j'étais curieuse, puis j'allais faire ma charte. J'ai dit « Oh, Manifesting Generator, ah oui, ça, ça me ressemble. » Puis c'était ultra validant. Le premier contact que j'ai eu avec le Human Design, c'était de réaliser à quel point ça me validait. Ça me faisait dire « OK, je me suis sentie étrange toute ma vie. Je me suis sentie une drôle de bébite toute ma vie, mais ceci explique cela. » Puis, il y a beaucoup de gens qui tombent dans le domaine du Human Design comme ça, dans un univers qui les valide. Puis, je trouve ça magnifique parce que c'est justement ça qui va permettre de développer une confiance en soi, finalement, souvent dans des périodes de notre vie où on se sent insécure d'être pleinement nous-mêmes. Puis là, tu sais, je me suis sentie valide et là, j'ai voulu en apprendre plus. Donc, j'ai joint différents groupes et tout ça. Puis là, j'ai lu des commentaires, des messages de certaines personnes qui étaient avancées en Human Design, puis là, qui se mettaient à parler d'autisme et Human Design, ou haut potentiel intellectuel, ou multipotentialité Human Design. Puis là, j'ai commencé à dire « Oui, mais à ta peu, là. » Excusez, pardon, là, mais on va pas faire des liens, des raccourcis intellectuels comme ça sans que j'aille creuser et vérifier parce que ça fait partie de moi. L'esprit scientifique, quand même. Là. Fait que là, j'ai commencé à générer plusieurs chartes. La charte de mes enfants, la charte de mon chum, la charte des gens autour de moi. Et graduellement intégrer ça à différents accompagnements que j'offrais au départ avec ma business au départ. Puis là, j'ai dit, ben oui, mais c'est parce que là, tu sais, j'ai une personne qui a un haut potentiel intellectuel puis une personne qui a une déficience intellectuelle, puis ils ont des similarités dans leur charte. Ça marche pas, là, ce que tu es en train de me dire. Ils ont le même canal, ils ont la même activation, ils ont les mêmes planètes, mais ils ont des caractéristiques cognitives différentes. Ils apprennent pas de la même façon. Donc, tu peux pas faire un raccourci comme ça. Et là, j'ai été beaucoup en résistance à ce que certaines personnes affirmaient. Et de là, ben, j'ai creusé plus. j'ai voulu en apprendre plus. Puis, ben, graduellement, je suis vraiment plongée dedans. Je me suis vraiment laissée porter par mon sacral, qui est mon autorité, qui est mon processus décisionnel, qui m'amène dans la joie, finalement.
Ah oui, ben je vais me réaliser en j'ai juste le mot en anglais, mais en débunkant, en contredisant des affirmations trop générales en HD. Oui. Bien, je pense que c'est ça un des dangers avec le HD, puis même des fois avec l'astrologie, c'est qu'on est quand même à une ère de consommation rapide des contenus, puis on veut avoir des réponses vite, on veut que ça nous soit résumé, là, tu sais. Fait on a ce biais-là de vouloir rapidement que ça soit rappé, cette idée-là. On n'a pas tant de place pour les nuances ou la complexité. Puis je vois que dans le Human Design, plus je plonge dedans, plus je me rends compte que c'est riche, il y a plusieurs niveaux, il y a justement des subtilités. C'est juste que c'est sûr que si tu regardes sur Instagram, là, puis que c'est comme Manifesting Generator, voici 3 façons. Tu sais, on dirait que ça rend pas justice à toute la richesse de ce système-là. Puis je pense que c'est un peu ce que tu fais à travers ton travail, c'est-à-dire de venir tout montrer les nuances puis de comprendre aussi pourquoi on se tournerait vers le Human Design. Fait que mettons qu'on recule un petit peu des quelques pas là, avant de se lancer vraiment dans le sujet. Pour les gens qui connaissent pas vraiment ça, comment est-ce que toi, tu décrirais le Human Design, mettons? C'est tellement compliqué. Je sais. Non. En fait, souvent, j'utilise la voie de la pleine conscience. Ouais. Je dis que le Human Design, c'est comme un gros exercice de pleine conscience avec une carte de toi-même. Fait que tu as une carte avec toutes sortes de couleurs puis de zones blanches et tu peux cibler exactement là où tu portes ton attention, dans le présent. Puis c'est vraiment ça, dans le fond. C'est vraiment un système à travers lequel tu te reconnectes profondément avec ton corps. OK, oui, tu génères une charte avec tes données de naissance, incluant l'heure et le lieu. Oui, tu mélanges de l'astrologie avec de la physique quantique, avec de la kabbale, avec du bouddhisme aussi, des fois. Puis, tu sais, une petite touche subtile de I Ching. Mais, tu sais, c'est vraiment un système qui est multidimensionnel. Puis, il y a tellement de nuances et de profondeur sur lesquelles on peut aller que je pense que l'exercice de pleine conscience avec une carte, c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on met en pratique, finalement. Mais moi, c'est ça qui m'a attirée, c'est que c'est pas une carte du ciel. Non. C'est pas extérieur. Ça reste quand même que quand on fait générer notre charte, c'est quand même un corps humain, là, il y a des centres énergétiques. Tu sais, il y a un rapport au corps, il y a un rapport à soi avec le ressenti. Je trouve que par rapport à l'astrologie, puis tu pourrais me dire comment toi, tu différencies un l'autre, puis comment tu les utilises peut-être en complémentarité, mais justement, que j'avais l'impression, en regardant ma charte puis en étant avec le Human Design, que je pouvais l'amener dans ma vie de tous les jours de façon concrète. Tu sais, pas juste avec des grandes idées ou des archétypes. Où il y avait quelque chose dans ma vie de tous les jours, dans comment je me sens dans mon corps. Puis ça amène à de la pleine conscience. Parce que là, t'es comme... Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé de « ça me sert », là, ou là, « ça me sert plus ». Bien, c'est intéressant aussi parce que notre corps, il nous parle tellement. Puis c'est pas juste s'en remettre à l'extérieur, c'est aussi être à l'écoute de ce qui se passe en nous. Fait que là, moi, c'est là que ça m'allume. Puis je suis comme, oh, OK, on n'est pas juste en train de tomber dans quelque chose d'extérieur. Puis, suite à ma question, tu pourras la prendre par où tu veux, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu as quand même, de prime abord, t'en parlais, un esprit plus scientifique. Et là, tu parles de Kabbale, on parle des chakras, on parle de plein de systèmes qui sont liés quand même à de la spiritualité. Comment est-ce que ton cerveau, ou en tout cas peut-être ta charte ou peu importe, comment est-ce que en toi, ces deux façons-là de regarder le monde se réconcilient dans le Human Design ou comment c'est possible? Bien, tu sais, comme bien du monde au Québec, j'ai quand même, tu sais, une éducation religieuse quand même. Je suis née dans une famille très croyante. Donc, ce bagage-là fait aussi partie de mes gènes. Fait que tout ce qui est avoir conscience de soi, avoir conscience de l'autre, aimer son prochain et tous ces enseignements, ça faisait partie de moi. Donc, c'est sûr que évidemment, je me suis, comme bien des gens, je me suis aussi détachée de cette religion-là qui était très, je dirais,
unidirectionnel pour aller explorer quelque chose de différent. Ceux qui s'intéressent à l'astro, j'ai beaucoup de Sagittaire dans ma charte. Donc, j'avais vraiment besoin d'aller voir plus large que ça. Puis, ben, j'ai lu, j'ai exploré, j'ai écouté des gens de différentes religions pour m'intéresser à ce qui connectait tout ça. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui faisait aussi partie de mon exploration. On est des êtres complexes. Donc, juste dire que je suis scientifique, ça limite beaucoup mon identité. Comme la naissance de mon fils m'a fait me retirer un peu de ma définition que j'avais d'être quelqu'un d'intellectuel. Mais d'une autre façon, le fait d'être intellectuel m'a permis de comprendre mieux plusieurs aspects de sa réalité à lui. Donc, tu sais, on a toutes ces tonalités-là et ces nuances-là à l'intérieur de nous-mêmes. Fait que c'est un peu ça qui m'a amené à m'intéresser puis à rester accrochée à ce domaine-là qui est multidimensionnel lui aussi. Puis, ça vient d'où le Human Design? Parce que c'est quand même récent. C'est pas... quand on parle d'astrologie, les gens s'y référaient. Il y a de cela très longtemps. Mais le Human Design, c'est assez récent. C'est un Montréalais, puis j'ai vraiment pas de talent avec les noms. Donc, je me rappelle pas son nom d'origine, mais c'est un monsieur blanc qui s'appelle maintenant, ou plutôt il est décédé à ce jour, mais qui s'est renommé Raourou et qui a reçu, dans le milieu des années 80, une prophétie d'une voix. Fait que là, il a passé 3 jours et 3 nuits dans je sais pas, sur une pierre ou dans le milieu d'un chalet, là. Je suis pas sûre. On sait pas trop c'est quoi le mythe, là. Il a reçu cette prophétie-là. Il a écrit sans arrêt pendant 3 jours et 3 nuits toutes sortes de données, toutes sortes d'informations que la source lui transmettait. Et de là est né le Human Design. Puis, il était à Ibiza, hein, pour l'histoire, c'est important. Fait qu'il s'est rassemblé avec les gens qui connaissaient là-bas, puis il a commencé à expérimenter le Human Design, puis il a commencé à faire des conférences et tout ça dans les années 90, à propos justement du système qu'il avait commencé à expérimenter, à développer d'une façon un peu plus structurée. Et dans l'histoire, il y a plusieurs informations qui lui ont été transmises par la source, qui finalement se rapproche de plusieurs autres savoirs spirituels d'un peu partout dans le monde, mais apparemment, lui, il ne les avait jamais étudiés. OK. C'est la source qui lui a transmis. Mais moi, j'ai fait le chemin inverse. Je suis partie de son système, j'ai dit « Ah oui, ça ressemble à ça », fait que là, je suis allée lire. Puis finalement, j'ai retrouvé plein de choses qui étaient dites dans le Human Design à travers des découvertes que j'ai faites. Fait que est-ce qu'il les avait lus? Est-ce qu'il les avait pas lus? Est-ce que c'est quelque chose qu'il avait déjà appris à quelque part? Son histoire ne le dit pas. OK. Puis à partir de là, bon, il y a eu comme un système. Puis il y a des gens qui pratiquent. Donc, j'imagine qu'au fil des ans aussi, les gens qui sont praticiens de Human Design, on va appeler ça de même, Human Designers, vous l'appropriez aussi, puis vous y mettez votre saveur, puis votre couleur, j'imagine un peu comme dans l'astrologie. Tu dirais que toi, mettons, ta saveur, là, ton petit umami sur le Human Design, ça serait quoi? Geek, ascendant geek, là. Vraiment. Il y a une école, en fait, il y a des écoles officielles qui sont reconnues par le Human Design. Personnellement, je n'ai pas suivi cette voie. J'ai fait vraiment un processus très, très personnel. À chaque fois que j'ai vu des écoles apparaître, à chaque fois que j'ai vu des livres apparaître, j'ai demandé à mon autorité intérieure à savoir si c'était une bonne décision ou non pour moi. Et souvent, ça m'a amené vers des livres beaucoup plus que vers des gens pour apprendre. Puis, mais la plupart des gens vont suivre des cours dans différentes écoles. La plupart des écoles maintenant, en 2024, c'est des écoles qui sont non officielles, non reconnues officiellement. De ce que je vois en français, la formation officielle en Human Design
amène les gens à avoir vraiment une méthode. Pas s'approprier nécessairement l'enseignement, mais avoir une méthode qui est très uniformisée. Tandis que les écoles un peu plus alternatives, si on veut, on va avoir une approche qui est vraiment plus, justement, dans le même sens que l'astrologie, là, de l'appropriation, puis on travaille avec, puis on lui donne nos nuances et nos couleurs. OK. Puis là, les gens qui écoutent notre podcast en ce moment puis qui se disent, bon, là, ça m'intéresse, moi, le Human Design, on peut aller générer notre charte, entre autres, sur ton site web, Atypiquement Parfaite. Et là, disons qu'on a fait générer notre charte, on part de notre, un peu comme dans l'astro, là, heure de naissance, date de naissance, lieu, puis là, après ça, il y a un petit corps qui nous apparaît avec toutes sortes de lignes puis plein d'affaires. Ça a l'air bien compliqué, là. Fait que, mettons qu'on fait générer notre charte. Qu'est-ce qu'on regarde? Tu sais, toi, quand tu vois une charte ou comme quand on regarde, là, qu'est-ce qu'on regarde dans le Human Design? Puis qu'est-ce que ça nous dit sur nous? Je sais que c'est une très, très large question, mais les premières affaires, là, tu sais, là, tu as parlé de ton type, pas ton type, ton type. Oui, mon type et mon autorité. C'est ça. Ton Manifesting Generator, c'est comme la première affaire qu'on entend quand on parle de Human Design, là, c'est genre de 5. Oui, il y en a 5. Il y en a... Ah, vas-y. Fait qu'est-ce qu'on regarde, là? Puis qu'est-ce que ça nous dit? OK, plongeons dans le sujet. Oui, plongeons dans le sujet. En fait, il y a vraiment, pour commencer, là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un gros vocabulaire. Oui. Et si je commence à étudier la biologie, par exemple, il y a toute une série de mots qui vont revenir dans tous les livres de biologie ou presque, puis qu'il va falloir que je m'approprie pour pouvoir naviguer le système. Ouais. Fait en Human Design, c'est pas mal la même chose. Il y a beaucoup de mots. Puis quand on commence, mettons que les 3 mots qui nous intéressent le plus, c'est notre type, notre autorité et notre profil. Okay. Ça, c'est les 3 choses qui vont nous guider le plus. Moi, quand je regarde une charte, c'est pas ça que je regarde en premier. Mais quand on débute, mettons que ça va être le plus facile. Le type, c'est l'aura qu'on dégage. C'est l'énergie qu'on dégage autour de nous. Puis ça va nous donner des indications sur qu'est-ce qui va nous causer de la résistance, puis comment on se sent quand on rencontre de la résistance. Donc, toutes les 2, on est Manifesting Generator. Puis le cousin du Manifesting Generator, c'est le générateur. Puis les 2 fonctionnent de la même façon. OK. Dans les livres originaux, d'ailleurs, générateur et Manifesting Generator s'appellent générateur. C'est ça. C'est pour ça que je disais pas 5. C'est parce que si on lit les livres officiels du Human Design, ça va être toute la même chose. Ça va tout s'appeler générateur. OK. Fait que les générateurs ont une aura qui enveloppe, qui est chaleureux, qui va dynamiser un peu l'atmosphère. Puis les gens, ils vont être joyeux. Quand les gens vont être joyeux, ils vont animer la salle. OK? Donc, s'il y a 2-3 Manifesting Generators dans la pièce puis que tout le monde est de bonne humeur, bien, les 10 personnes de la pièce vont être de bonne humeur parce que l'aura va envelopper tout le monde. Il y en a beaucoup des générateurs puis des Manifesting Generators dans le monde. C'est la majorité. Oui, il y en a environ 70 OK. Après ça, on a des projecteurs. J'ai une petite question à propos des Manifesting Generators, parce que j'en suis une, là, puis ça compose la majorité de la planète actuellement. Puis tu n'as peut-être pas de réponse à ma question, là, c'est vraiment de la pure curiosité, mais est-ce que tu penses qu'il y a une raison pour laquelle il y a 70% de Manifesting Generators sur la Terre en ce moment? Est-ce que ça sert à une période de notre humanité? Tu sais, je sais pas. Est-ce qu'il y a une conscience plus grande qui fait comme, bon, là, on a besoin de cette gang-là pour faire ça? Tu sais, tu penses oui. Que oui, OK. Oui. Est-ce que je veux vraiment aller là? Mais c'est vraiment très gay. Ouais. Mais mettons, étant donné justement que leur aura enveloppe puis que leur énergie dynamise, tous les générateurs puis les Manifesting Generators, ils ont un point commun. C'est un centre énergétique spécifique qui est défini. Tous les autres qui ne sont pas de ce groupe-là, il n'est pas défini. Il existe, mais il n'est pas défini.
Il fait juste amplifier l'énergie des générateurs et des manifesting generators. Donc, on peut pas avoir un trop grand pourcentage de gens qui ont un centre, ce centre-là qui s'appelle le sacral, qui est non défini, parce que sinon, on se drainerait trop vite. Il se passerait pas grand-chose. Il se passerait des choses, mais mettons que la Terre n'aurait pas pu se développer au point où il s'est développé sans cette énergie sacrale-là. Ça prend un certain pourcentage pour créer une espèce de dynamique. OK. Puis souvent, il y a plusieurs fois qu'on va voir l'affirmation « les générateurs sont les moteurs de l'humanité ». Mais les moteurs de l'humanité, pas parce qu'ils font tout le travail, mais de par l'activation de ce centre énergétique-là dans leur charte, puis l'énergie qui dégage autour d'eux, ils entraînent les autres avec eux à se mettre en action, à se mettre en mouvement. OK. C'est une autre problématique, parce que comme il est défini, bien, il y a tout le côté people pleasing, il y a tout le côté sauveur, il y a tout le côté « Ah, ben je vais le faire », on va être dans la productivité beaucoup, parce qu'on ne sent pas nécessairement aussi facilement la baisse énergétique que les autres types. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui vont être générateurs puis manifesting generator, par exemple, puis qui vont être en burn-out, et ils vont continuer à aller travailler. C'est ça, j'allais lever ma main. J'avais cette conversation-là juste avant qu'on rentre dans le studio. Donc, c'est ça. Fait qu'ils vont continuer à aller travailler parce qu'ils se disent, ben, je me suis levée, j'ai été capable de me lever, donc je vais le faire. Mais on tombe dans le faire. Tandis que les autres types n'ont pas nécessairement cette énergie-là ou cette capacité-là. Et mettons qu'on parle de conditionnement, je viens d'une famille où il y avait certainement énormément de générateurs et de manifesting generators, et ceux qui ne se levaient pas étaient des paresseux. Ouais. Et ça fait partie beaucoup de notre culture, de se dire qu'il faut être dans le faire, il faut faire pour être considéré comme ayant de la valeur puis étant productif. Donc, tous les autres types qui ne sont ni mangen ni générateurs vont beaucoup ressentir cette différence-là de « ben moi, je me sens pas capable aujourd'hui. » Puis c'est une grosse pression. Puis c'est pour ça que ça donne une grosse validation quand les gens, ils se font dire « Hey, t'es pas générateur, toi. » Ouais. Oui, puis c'est ça, quand tu dis que c'est validant, là, d'entendre que ben, c'est ton type, c'est, entre guillemets, normal. C'est comme, c'est ça ton design. Oui, exact. C'est sûr que tu vas pas avoir cette énergie-là constamment. Puis oui, les attentes sociales extérieures sont telles, mais c'est correct qu'en toi, ça vibre pas de même. Puis ça se passe pas de même. Exact. D'ailleurs, moi, ma fille, elle est projecteur. Fait que, mettons, si tu nous parlais des projecteurs. Oui, mais ça, il y en a à peu près 20-25%, j'ai plus le chiffre exact. Fait que dans la population, il y a quand même une bonne représentation de projecteurs. Puis je dirais que même dans l'entrepreneuriat, ils sont surreprésentés. Ah ouais? Oui, il y en a beaucoup. Okay. Il y en a beaucoup qui sentent qui sont pas faits pour travailler dans du 9 à 5. Fait qu'ils s'en vont beaucoup dans l'entrepreneuriat, les projecteurs. Puis c'est intéressant de voir comment ça se déploie dans la population. Donc, ce que je disais tantôt sur les générateurs, que le centre sacral, il est défini, mais les projecteurs ne l'ont pas. Donc, ça, ce que ça implique que leur énergie n'est pas constante. Puis le fait de dire oui pour plaire, mais c'est épuisant à la fin de la journée. Donc, c'est assez fréquent de voir des projecteurs qui vont s'épuiser. Parce que dans la nature du projecteur, le nom le dit un peu, c'est que ça met en lumière des choses. Donc, ça perçoit des choses que les autres ne voient pas, ça a une perspective sur les choses qui est différente de celle des manifesteurs puis des manifesting generators. Ouais. Et en même temps, ça va être capable de guider. Mais il y a un énorme besoin de reconnaissance qui est associé à ça. Donc, quand les projecteurs se promènent, bien, ils se disent, bien, pour être reconnu, qu'est-ce que je dois faire? Donc, dès le plus jeune âge,
on célèbre les enfants parce que ils performent à l'école, ils font des petites tâches à la maison, ils font ci, ils font ça. On ne célèbre que très rarement les enfants parce qu'ils sont. C'est vrai. Donc, quand on voit les projecteurs, bien souvent, on voit des gens qui sont très, très, très conditionnés à être dans la performance pour être reconnus. Donc, ça fait partie du travail du projecteur d'apprendre à être. Puis c'est énorme. Mm-hmm. C'est immense. Puis nos amis, les manifesteurs. Oui, manifesteurs. C'est ça, c'est récent, hein? Fait qu'on dirait que les traductions sont... Oui. Mais donc, les manifesteurs, eux, ça aussi, c'est quand même une bonne partie. Oui, à peu près 8 OK, quand même. Très peu. En fait, pas le créateur, mais celui qui a reçu la prophétie, Raoult, il était manifestant. Donc, les manifesteurs, c'est aussi des gens qui ont un sacral qui est non défini. OK. Donc, les manifesteurs, eux, ne vont pas avoir une énergie qui va être constante, mais leur gorge est toujours liée à un moteur. Fait qu'ils ont toujours au moins un moteur dans leur corps. Tandis que les projecteurs, c'est variable. Okay? Mais les manifesteurs, eux, ils en ont toujours un. Okay. Donc, quand ils vont prendre parole, ça va toujours avoir un certain impact parce qu'il y a un moteur qui s'active. Puis les moteurs qui existent, à part le sacral qui, lui, appartient au générateur, mais c'est le plexus solaire. Donc, c'est très émotionnel, la prise de parole. Ou ça va être le cœur. Donc, c'est beaucoup la volonté qui va teinter la prise de parole. Ou ça va être la racine qui va être un grand point d'ancrage, mais aussi très impulsif comme prise de parole. Donc, quand on va être face à un manifesteur qui prend la parole, il va toujours y avoir un impact qui va venir soit des émotions, soit de la volonté ou de l'impulsion, de la racine qui veut démarrer des projets. Mm. Donc, les manifesteurs, eux, leur travail, c'est justement d'initier des projets. Mais ils initient des projets en informant les autres. Donc, je commence tel projet, blablabla. Ils vont en parler. Ils vont en parler. Okay. Mais souvent, les manifesteurs se font enseigner que avant de commencer, tu dois demander l'autorisation. Donc, souvent, les manifesteurs adultes se rendent compte qu'ils ont été conditionnés à ne pas informer parce que, justement, ils prennent leur indépendance en disant « mais je vais arrêter, moi, de demander la permission, je vais faire les choses sans demander la permission ». Et là, ça devient comme une rébellion, une grande résistance à l'intérieur. Ils vont arrêter d'informer. Mais en même temps, ils ont besoin d'apprendre à informer avant de prendre action pour ne pas rencontrer la résistance extérieure. Puis le meilleur moyen de montrer à un manifesteur qu'on reconnaît aussi la nécessité de créer de la fluidité, c'est de l'informer aussi quand nous, on prend action. Puis, il nous reste réflecteur, là, on le garde, mais ça fait juste me faire penser que quand on discutait ensemble avant par écrit, tu parlais de oui, le Human Design comme un outil de connaissance de soi, mais tu m'as mis vraiment l'accent sur aussi, ça nous guide pour notre connexion aux autres. Ben oui. Puis là, ce que tu dis, on dirait que je le vois vraiment. Je me dis, de reconnaître les types ou les profils, ou en tout cas, de naviguer avec le Human Design, puis de connaître l'autre. Ben oui. C'est tellement aidant parce que, moi, nécessairement, je vois la vie de ma façon de manifesting generator, puis mon type, puis mon profil, puis tout ça. Puis c'est dur de m'imaginer que l'autre, c'est pas ça pantoute, tu sais. Puis on peut, après ça, mettre des jugements sur l'autre, oui. puis là, vraiment, comme teinter nos relations de ces jugements-là. Excuse-moi, je fais beaucoup bouger la planche. C'est exactement ce que je disais. Elle fait partie de l'entrevue. Non, mais gesticule, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, le ficus est comme coudon. Elle est pas reposante, cette madame. Mais c'est ça, je trouve que c'est ça qui permet une richesse aussi dans notre connexion aux autres, parce que, premièrement, la connaissance de soi est nécessaire pour être capable de se nommer, puis d'exister face aux autres, mais aussi de comprendre davantage les autres, puis d'être capable de rentrer en relation comme ça, plutôt que d'attendre des autres qui fassent la même affaire, puis que je trouve ça tellement beau. Là. Ben oui,
Puis c'est là aussi, tu sais, que ça m'amène, je veux dire, dans les dernières années, forcément. C'est drôle parce que souvent, les gens, bon, après s'être sentis validés, ils se disent, ben comment je vais faire pour faire accepter le human design à mon mari? Comment je vais faire pour le faire comprendre à ma mère? Comment je fonctionne? Oui, mais en même temps, est-ce que toi, tu prends le temps, tu sais, de comprendre ta mère, comment elle fonctionne? Ouais. Est-ce que, pourquoi tu veux absolument convaincre telle ou telle personne que ce que tu es en train de mettre en place, c'est la meilleure chose pour elle en ce moment? Mm-hmm. Tu sais, peut-être que ton travail à toi, c'est de travailler sur la croyance, justement, que en comprenant l'autre, puis en incluant l'autre, puis en comprenant toutes ces nuances puis ces différences de l'autre, sans nécessairement l'impliquer, juste en l'aimant de la façon qu'il est ou qu'elle est, peut-être que ça va justement ouvrir plus l'espace pour que éventuellement, un jour peut-être, il va s'y intéresser sans même que ce soit forcé. Oui, c'est ça. Tu n'es pas obligé là, de dire que tu es dans le human design, puis voici, puis c'est ça, juste de l'incarner soi-même. Puis je pense que ça, c'est quand même une des choses dans le développement personnel. Ça ne sert à rien d'essayer de faire en sorte que les autres nous suivent dans ce chemin-là. C'est de l'incarner soi-même. Déjà, ça va avoir un effet. Si tu accueilles l'autre dans qui elle est, puis te fais l'effort d'aller regarder, tu sais, puis de mieux comprendre comment ça fonctionne dans cette personne-là, puis de l'aimer, comme tu dis, d'offrir une présence aimante, juste ça, c'est tellement transformateur. Tu n'as pas besoin de dire que c'est le human design, puis que là, la personne te challenge parce que ça a été channelé par un monsieur à Ibiza dans les années 80, puis qui ne croit pas. Tu sais, ça va à côté du point. Le point, c'est quand même de mieux naviguer l'expérience humaine, je pense. Oui, exactement. Fait que, tu sais, chez nous, dans ma maison, je suis la seule femme. J'habite avec 4 hommes. OK, des plus jeunes. Mais il y en a quand même 3 là-dessus qui ont une vague émotionnelle. Tout le monde est générateur ou manifesting generator. Fait que là-dessus, on se comprend. Mais il y en a quand même 3 qui ont des émotions là, en eux. Là. Mm-hmm. Fait que d'apprendre ça ou de comprendre ça, ben quand les émotions deviennent trop fortes pour moi, ben c'est pas... Pourquoi ce serait à eux à calmer leurs émotions si c'est moi qui me sens inconfortable avec ces émotions-là? Donc, est-ce que je peux prendre une distance? Est-ce que je peux les prendre un à la fois? Est-ce qu'on peut créer un environnement, un espace où ces émotions-là peuvent coexister avec mon inconfort? Parce que ça me fait mal en dedans quand c'est trop intense, que ce soit positif ou négatif. Je veux dire, il n'y a pas de positif ou de négatif. Les émotions, c'est toute la même chose, mais quand ils sont en train de se tirailler ou quand ils sont en train de rire ensemble, des fois, c'est juste trop. J'ai besoin de me retirer. Puis maintenant, je le comprends. Puis c'est correct. C'est correct parce que c'est pas eux qui sont inconfortables. Mm-hmm. C'est moi qui est inconfortable avec cette énergie-là qui est dans la pièce. Mais c'est ça que je dis un peu aussi avec la pleine conscience. C'est, OK, cet inconfort-là, c'est pas mal. C'est juste un signal que c'est trop. Mm-hmm. Puis il faut que je l'écoute. Est-ce que c'est à travers le human design que tu as réussi à être informé de ça pour toi, tu sais, de faire comme, OK, moi, les vagues émotionnelles, ça me fait rusher. Comme... Oui. Ouais. Oui, vraiment. Puis je veux dire, quand mon plus vieux était seul, c'était pas si pire. Ouais. Ça naviguait assez bien. Mais à 3, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, c'est de prendre conscience que, OK, tu sais, j'ai des limites. Et ces limites-là, tu sais, elles se situent dans la zone des émotions, surtout. Mm-hmm. Puis dans la zone de la pression aussi. Okay. Donc, de prendre conscience que mes limites se situent à cet endroit-là, bien, ça me permet aussi de faire des choix qui sont plus sains pour moi. Mm-hmm.
sans mettre la pression sur les autres, justement, pour qu'ils changent. Il y a comme une forme de responsabilisation par rapport à qui on est. Fait qu'avec la connaissance de soi, vient aussi une forme de responsabilisation, puis de ne pas nous pitcher sur l'autre. Mais comme, oui! Là, arrête donc d'être de même, là, parce que ça me fait rocher. Oui, mais ça te fait rocher parce que tu es comme ça. Donc, si tu es informé de ça, tu as les stratégies après pour Exactement. être capable de devenir... Ça change toute la dynamique de l'échange puis de la discussion, la communication ensemble par rapport à mes besoins, par rapport à mon ressenti dans la pièce change complètement. Oui. Parce que, OK, si mon grand est en train de faire une crise autistique, là, c'est normal que j'ai besoin de m'en aller. Oui. Mais en même temps, quel est son besoin à lui? Pourquoi il a ce comportement-là? D'où ça vient? Là, je peux faire des connexions avec ce que je comprends de sa charte à lui. Ah, c'est tellement beau, là. Juste ça, on devrait se promener avec notre... Ben oui, c'est ça, le petit body graph. Le petit body graph. Où est-ce que je suis? Imprimé sur tous les chandails. Mais c'est drôle parce que il y a l'année passée, au début de l'année scolaire, mon deuxième, qui est trisomique, bon, OK, sa façon de s'exprimer est très différente. Il parle un mélange de français et d'anglais. Puis, tu sais, il y a ses propres nuances et couleurs à lui. Puis son prof, elle avait étudié le Human Design. Puis, en tout cas, pendant la première rencontre que j'ai eue avec elle, on a parlé de ça. Puis là, j'ai dit, tu veux-tu sa charte? Elle dit, ben oui. Donc, elle a pris sa charte. Malheureusement, elle a été en classe juste quelques mois. Mais, elle a eu une promotion, elle est devenue directrice d'école. Mais elle a eu sa charte entre les mains, puis ça l'a aidé à comprendre ses dynamiques émotionnelles à lui, sa difficulté à nommer des choses. Puis elle a pu aller chercher une relation différente avec lui, justement, parce qu'elle avait sa charte entre les mains. T'sais. Ben oui. Imagine si les profs avaient accès aux chartes de tous les enfants. Sans nécessairement mettre comme des grosses étiquettes, mais déjà, juste avoir une idée de, OK, c'est normal, cette petite gang-là, en fin de journée, là, ils vont être fatigués. C'est ça aussi, d'être juste capable de lire puis de savoir comment composer avec toutes ces différences-là, puis de les normaliser aussi, ces différences-là. Puis là, mettons qu'on parle de notre dernier type, c'est celui qui est le plus rare, le réflecteur. Réflecteur, là, quand on génère la charte d'un réflecteur, tous les centres sont blancs. Okay. Donc, il n'y a aucun centre coloré. OK. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il est capable de capter et d'amplifier toute l'énergie qui est dans la pièce à tous les endroits. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que, justement, il y a cette sensibilité-là. Ce qui est particulier, c'est que, justement, à cause de tous ces centres blancs-là, puis du fait que, depuis sa naissance, il a toujours amplifié et ressenti, il y a aussi cette capacité-là à libérer plus facilement les conditionnements s'ils se retirent. Fait que c'est de comprendre que, bon, normalement, si moi, j'ai un centre qui est blanc dans ma charte, je suis Manifesting Generator, la quantité de centres blancs n'est pas nombreuse. Fait que j'ai tendance à avoir de la difficulté à lâcher prise sur l'énergie qui a été captée par mon centre blanc. Mais le réflecteur, lui, il lit la pièce, il lit l'environnement à travers ses centres blancs, à travers toutes ses particularités à lui. Il est capable de déceler c'est quoi l'énergie dans la pièce puis de refléter « OK, là, c'est ça qui est en train de se passer. C'est inconfortable pour tout le monde. Je le sens. » Ou « C'est harmonieux. Ah oui, je sens que l'énergie est comme ça. » Donc, le réflecteur, il perçoit tout ça. Mais en même temps, à la fin de la journée, c'est un moment pour se décharger de cette énergie-là. Il a la capacité de se reconnecter à lui-même plus facilement que quelqu'un d'un autre type. Donc, il ne fait pas pitié d'avoir tous ces centres blancs-là. C'est juste une particularité qui le rend tellement unique, justement. Oui. Puis les réflecteurs, quand t'en croises, quand tu génères des chartes, est-ce que tu as remarqué comme c'est ce genre de personne-là qui est vraiment
assez différentes, puis il y en a pas beaucoup dans la population. Est-ce qu'ils ont tendance à être attirés vers un type de mode de vie ou une profession, ou est-ce qu'on les voit davantage dans certaines positions qui sont plus confortables pour leur type? Non. Non? OK. Intéressant. J'ai vraiment rencontré des hommes et des femmes, et puis une belle variété, puis même au niveau de la personnalité. Parce qu'on pourrait dire, ah oui, mais c'est parce que tous leurs centres sont blancs, ils sont tous pareils. Oui. Mais non, vraiment, vraiment pas. C'est ça. Puis, rentrons là-dedans. Il y a 5 types, mais il y a tellement ensuite de nuances, notamment avec les profils. Puis, c'est ça aussi, là, ça vient tout enrichir puis nuancer Exactement. chacun de ces types-là. Fait que là, c'est des grandes lignes, là, y aller avec ces types-là. Mais après ça, on rentre dans toutes les autres. Oui, le fine-tuning. Oui, le fine-tuning. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, j'ai rencontré des générateurs, donc leur centre de la gorge n'était pas défini, qui étaient des grands orateurs ou des grandes personnes qui parlaient beaucoup, alors que normalement, la gorge, pour pouvoir avoir une fluidité de parole, pour que ce soit facile, pour que ce soit que ça ne demande pas trop d'énergie au quotidien, bien, le fait qu'elle soit définie, ça aide énormément. Okay. Parce que le fait que les centres soient colorés, c'est des ondes énergétiques qui sont fiables pour nous. Okay. Donc, c'est pas quelque chose qui est épuisant. Donc, si, par exemple, je reviens aux émotions, parce qu'il y a à peu près 50% de la population qui a le plexus solaire défini, finalement. Donc, si je reviens aux émotions, bien, si ce centre-là, il est défini, les émotions, c'est pas quelque chose qui est épuisant. C'est quelque chose qui est normal. C'est quelque chose qu'on navigue depuis qu'on est bébé. C'est la joie puis la tristesse en dedans de 5 minutes. C'est vraiment cette variation-là qui influence toute la vie puis qui colore notre perception de la vie à tous les jours. Mais quand on a le plexus solaire qui est non défini, comme moi, mettons, puis toi, mais 50% de la population, les émotions, c'est épuisant. Oui. Parce que ça vient d'un espace qui n'est pas défini. Donc, quand on navigue ou quand on s'en va dans un endroit qui est hautement émotionnel, il y en a plein, je veux dire, un party de Noël. Aéroport, funérailles, centre d'achat. Exactement, mais c'est ça, la veille de Noël. Ouais. Mais quand on navigue un endroit qui est hautement émotionnel, bien, ça peut nous prendre 3 jours à nous en remettre, même si on a un sacral défini. On dirait là, que juste ce que tu viens de dire, je l'avais jamais regardé de même, puis là, ça vient vraiment de me valider. Puis genre, il y a un poids qui est tombé de mes épaules de genre, c'est normal que je trouve ça too much, Noël. C'est normal que, comme toutes ces choses-là, je trouve ça intense. Ben oui, mais en même temps, il y a 50% de la population qui a le plexus solaire défini, puis 50% qui ne l'a pas. Fait que c'est sûr que ça amène des incompréhensions. Mm-hmm. Tu sais, ça amène des « OK, ouais, mais je ne vais pas y dire ça, ça va y faire vivre plein d'émotions, puis moi, je ne serai pas confortable après. » Avec les émotions de l'autre, ben oui. Fait que, tu sais, ça nous amène à taire des parties de nous pour éviter un inconfort qui vient de l'énergie unique de l'autre. Fait qu'au niveau relationnel, encore une fois, ça complexifie énormément les relations. Mm-hmm. Donc ça, c'est le plexus solaire. Oui. Fait que là, mettons, quand il y a différents centres qui sont définis versus pas définis, qu'est-ce que ça nous dit? Tu sais, mettons, j'ai, je sais pas, la gorge définie ou la gorge pas définie. Ou, tu sais, qu'est-ce que ça... Est-ce que ça veut dire à peu près la même affaire pour chacun des centres ou pas vraiment? Chaque centre a une fonction. OK. Il y en a 9 au total. Donc, quand ils sont colorés, on va dire le mot de vocabulaire, c'est défini. Okay. Donc, quand ils sont colorés, ils sont définis. Ça veut dire qu'ils sont connectés avec un autre. Il y a de l'énergie qui circule d'une certaine façon. En nous. Oui, en nous, à cet endroit-là, spécifiquement, de cette façon-là, spécifiquement. C'est très spécifique. Chaque humain a des connexions très uniques. Oui. Okay? Donc, même si on a 2 centres, les 2 mêmes centres ne seront pas nécessairement connectés de la même façon et ça va faire en sorte qu'on n'aura pas la même énergie. Donc, même si toi puis moi, notre gorge est définie, on ne va pas nécessairement
parler de la même façon, on ne va pas nécessairement exprimer les choses à partir du même endroit. Donc, ça va faire en sorte que ça se peut qu'il y ait des incompréhensions. Donc, quand le centre, il est défini, bien, cette énergie-là, on la connaît, elle est constante pour nous. C'est quelque chose qui est fluide théoriquement si on fait des bons choix pour nous. On ne va pas s'épuiser en faisant ça. OK. Tandis que si un centre, il est blanc, qui est non défini, bien, à ce moment-là, on va utiliser l'énergie souvent qui est disponible dans l'environnement, qui est disponible à un moment précis, ou encore, on va essayer de prouver qu'on est capable de le faire, même si on n'est pas capable de le faire. Et à ce moment-là, ben, on va s'épuiser plus rapidement. OK. Parce que c'est un endroit de notre design qui n'a pas d'énergie normalement. Donc, on va forcer les choses, ou on va avoir peur de ne pas être accepté ou de ne pas être assez parce que, justement, on sent un vide à cet endroit-là, où on sent trop d'intensité quand on est en présence des autres, puis là, on fait « Oh, OK, j'ai besoin de connaître ça, cette énergie-là. Mais finalement, c'est pas un besoin de le connaître, c'est une pression qu'on se met. C'est tellement intéressant. Puis quand on parlait, on parlait du ajna, c'est ça? La tête, là, le dessus de la tête? Ajna, c'est ici, okay. Puis là, il y a la couronne ici. Puis là, tu me disais, le tien, il n'est pas défini. En tout cas, je sais qu'il n'est moi, pas défini le mien. Totalement ouvert. Toi, il est totalement ouvert. Fait que là, qu'est-ce que ça dit, ça, chez le monde qui ont le ajna, là, la tête, non définie? C'est-à-dire que les idées viennent plus de l'extérieur, on va comme plus... On va capter ce qui est dans la pièce. C'est très drôle parce que, tu sais, quand j'ai des échanges des fois avec des clients, je vais avoir tendance à être à l'écoute, bien sûr, tu sais. Puis je vais souvent utiliser des mots ou des expressions ou des choses, puis je sais pas d'où ça vient. Mais souvent, c'est parce que je l'ai capté dans notre échange. Puis ça vient de là. C'est tellement fascinant parce que, tu sais, là, tu me dis ça, puis ça arrive souvent que je fais « ça me dit ça ». Tu comprends? C'est comme, même dans mes choix de mots, c'est bizarre parce que ça me vient de nulle part, mais il y a quelque chose que j'ai pas l'impression que je l'ai généré, cette pensée-là. Tu sais, mes questions, même des fois en entrevue, on dirait que je suis comme, où je dis des affaires, puis je suis comme, je savais pas que je portais ça en moi, mais c'est ça, je pense que ça me valide en ce moment dans le, ah ben oui, OK, c'est ça, il y a comme une genre de... on peut juste dire channeling. Oui, mais c'est de ce qui se passe, de ce qui est ambiant. Exactement. De l'énergie de la pièce. Puis, tu sais, dans le Human Design, typiquement, tu sais, il y a vraiment des définitions très, très spécifiques des auras. Oui, l'aura des manifesteurs est comme ça, l'aura des projecteurs est comme ça. Mais ça dépend énormément des centres. OK. Puis, tu sais, ça fait partie de mon geekness, là. Mais je suis allée comme creuser, OK, oui, mais les manifesteurs, ils ont toujours ce canal-là ou ce canal-là ou ce canal-là. Ils peuvent pas avoir celui-là parce que sinon, ils seraient pas un manifesteur. Donc, je suis allée décortiquer les chartes comme ça. Puis, à un moment donné, j'avais un point de dire, OK, oui, mais c'est pour ça. L'aura dépend des connexions spécifiques entre les centres. Donc, quand on va dégager une certaine énergie, bien, ça va influencer les gens qui sont autour de nous. Fait que c'est sûr qu'un manifesteur qui va avoir un plexus solaire défini, puis un manifesteur qui va avoir le cœur défini, il ne va pas avoir le même impact autour de lui. Il va pas se sentir de la même façon. Puis ça va pas avoir la même influence sur la prise d'action ou sur le fait d'informer chez les autres, tu sais. D'où l'intérêt de venir s'asseoir puis de vraiment regarder notre charte puis pas juste lire des grandes lignes sur Instagram de les mangens sont de même. Oui, mais c'est ça, parce que souvent, on va associer les manifesting generators, ah oui, eux autres, c'est des poules pas de tête, ils sont multipassionnés, ils sont pas capables de s'arrêter, blablabla. Mais non, les manifesting generators, ils sont capables de s'arrêter quand ils sont
vraiment dans l'instant présent. Ouais. Puis, c'est la même chose. Ah oui, mais les générateurs peuvent pas être des grands orateurs. Oui, mais Céline Dion, elle a la gorge ouverte. Tu sais, je veux dire, il y a pas de je peux pas faire des généralités comme ça. Mm-hmm. Puis j'ai beaucoup entendu aussi des discours de « OK, oui, mais toi, tu peux pas comprendre parce que t'es manifesting generator. » Mais personne peut comprendre personne s'ils se parlent pas, tu sais. Mm-hmm. Mm-hmm. Tu sais, à la limite, là, je veux dire, je vais pas avoir besoin d'aller voir un autre manifesting generator pour sentir que j'ai besoin d'être comprise. C'est vrai que c'est validant, des fois, d'aller parler avec quelqu'un qui vit la même réalité que nous, comme c'est vrai que ça a été validant pour moi de rencontrer des parents d'enfants trisomiques. Mais en même temps, je n'ai pas besoin de vivre dans un environnement entouré uniquement de parents d'enfants trisomiques pour sentir que je fais partie du monde. Ouais. Puis je pense que ça ressemble aussi beaucoup à ça, tu sais. Je veux dire, les projecteurs, il y a des projecteurs qui disent « Ah oui, moi, je vais organiser des coachings puis des meetings en projecteur. » OK, c'est super intéressant. Mais après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre toute ta vie isolée? Puis, qu'est-ce qui va arriver quand tu vas rencontrer un projecteur émotionnel puis un projecteur mental qui a juste comme 2 centres définis dans sa tête, là? Ouais. Tu vas faire quoi? Vous êtes tellement différents. Oui. Ben, c'est comme des grandes familles. Puis dans les familles, il y a toutes sortes de profils différents. Puis d'ailleurs, parlons-en des profils. Il y a, dans les types, après ça, il y a des profils. Oui. Puis les profils, c'est là aussi où ça vient rajouter toutes sortes d'autres nuances. C'est vraiment le fun. Moi, mon profil, c'est 3-5. Oui. Quand j'ai lu qu'est-ce que ça voulait dire, ben juste le nom, j'ai fait c'était épeurant, ça. Martyr hérétique, que ça dit pour moi. Oui. Je suis comme pas 2 super mots, hein, qu'on a le goût de vivre. On n'a pas le goût de vivre avec ça. Oui. Mais en y plongeant, je suis comme, qu'il y a de la beauté là-dedans aussi. Fait que les profils, c'est ça va être 2 chiffres qui se combinent, puis ensemble, ça va créer un genre de... un profil. Okay. Oui. Il existe 12 combinaisons possibles. Okay. Ça dépend du placement du soleil au moment de la naissance puis au moment du design. Puis j'aimerais ça, parler de ça un petit peu avant. En fait, une des choses qui différencie énormément le human design de l'astrologie, c'est justement ces 2 colonnes de chiffres-là. Okay? Donc, quand on génère la charte, il y a le body graph au milieu, puis il y a 2 colonnes de chiffres. Puis il y en a une qui est en noir, puis une qui est en rouge, ou en rose, puis en bleu. Là. Ça dépend quel site que vous utilisez. Mais il y a 2 colonnes. Il y en a une qui correspond à la position des planètes au moment précis de la naissance, comme une carte du ciel. Puis tous les symboles, c'est les mêmes symboles que les planètes en astrologie. Ouais. Puis les chiffres, ça correspond à un endroit dans la carte du ciel. C'est juste qu'au lieu d'utiliser des signes puis des degrés, ils utilisent des hexagrammes. Okay? Puis c'est pour ça qu'il y a des chiffres. Puis après ça, dans l'autre colonne, c'est 88 degrés solaires avant la naissance, à peu près 3 mois avant la naissance, et c'est le design. Fait qu'on a en nous l'énergie de notre personnalité, de notre esprit. Si on veut aller là, on peut même dire l'énergie de notre âme. Puis on a aussi l'énergie de notre corps. Le design, c'est le véhicule qui est habité par cet esprit-là. Fait que quand on les combine ensemble, c'est ça qui fait le body graph. Donc, quand on rencontre d'autres humains, souvent, ces humains-là, ils voient juste le véhicule. Puis quand nous, à l'intérieur de nous, on se sent surtout notre esprit. Mais au cours de notre vie, ce qu'on fait, finalement, c'est qu'on apprivoise notre véhicule. On apprend à incarner notre véhicule, à arrêter d'être une dualité véhicule et esprit, mais à combiner les 2. Fait que c'est intéressant, parce que j'ai eu des discussions avec des gens, puis là, la personne, elle me disait « Ah oui, j'ai rencontré un gars en fin de semaine, puis quand on échangeait, tout ça, je sentais qu'il était comme ça. Puis au quotidien, après 1 mois et demi, je sentais qu'il était plus pareil. »
Mais là, c'est parce qu'elle commençait à découvrir l'esprit qui était dans le corps. Fait que c'est pas la même énergie. C'est une énergie qui forme un carré astrologique. C'est une énergie qui est vraiment... qui crée des tensions. C'est inconfortable quand on regarde ça d'un point de vue astrologique, mais de vivre puis d'incarner son corps, c'est inconfortable. C'est ça, toute l'expérience humaine. Fait que le profil, il vient de ces deux positions-là. OK. Il vient de ce carré-là. Fait que quand on regarde un profil 3-5 avec des noms comme martyr et hérétique, ben le 3, c'est la personnalité, c'est l'esprit. Puis le 5, c'est le corps. Puis on a besoin d'apprendre à les faire naviguer ensemble dans le monde. Puis ce qui est intéressant avec le 3-5, c'est que, mettons, ton esprit dit « Je veux vivre des expériences, je veux vivre des expériences. » Puis le 5, c'est « Je vais avoir un impact. » Puis il y a cette espèce de peur-là. Dire « Ouais, mais c'est parce que si je dis ça, ça va faire que les autres vont pas se sentir confortables. » Fait que je vais pas partager mon expérience. Mais en même temps, si tu partages pas ton expérience, ben tu peux pas t'incarner pleinement. Fait que c'est beaucoup ça, le 3-5. Moi, c'est 1-3. Le 1, c'est... Puis c'est drôle parce que moi, j'utilise pas ces mots-là. Il y en a qui vont dire « Ah oui, mais j'aime pas ça, les chiffres. » Mais moi, j'aime tellement plus les chiffres. Oui. Il y a comme plus d'espace, on dirait, pour... Mais les chiffres, c'est parce qu'ils n'ont pas de... Il n'y a pas d'émotion. C'est ça. Pas vrai. Si je regarde tous les chiffres, je vais faire « Oh non, c'est beaucoup trop pour moi. » Mais, tu sais, il n'y a pas d'émotion négative à parler d'un 1. Oui. Tandis que martyr, c'est « E-boy, ma vie sera pas facile. » C'est ça. Mais c'est ça. Fait que moi, j'utilise beaucoup... Tu n'utilises pas les mots. Beaucoup les chiffres. Puis en plus, ben souvent, je vais donner des formations à des gens qui ont suivi toutes sortes d'écoles en HD. Fait que je vais avoir des gens qui vont avoir appris des noms puis des gens qui vont avoir appris d'autres noms. Fait que je préfère uniformiser toute la patente en utilisant les numéros. OK. Mais les chiffres, ça va être 1 à 6 parce qu'en I Ching, il y a 6 lignes et chaque porte, c'est un hexagramme du I Ching. OK. Donc, le 1, dans mon cas, c'est le 1, 3. Donc, pour pouvoir m'incarner pleinement, mon esprit est vraiment assoiffé de connaissances. Il a besoin d'apprendre des choses. Il a besoin de développer une confiance pour partager ce qu'il apprend. Puis il y a quelque chose de très créatif, même si on n'en parle pas souvent, il y a quelque chose de très créatif, justement, parce que en nageant dans les connaissances, ça devient ta matière première de création. Ben oui. Puis le 3, c'est l'expérience. Fait qu'à partir de ce qui est connu, à partir de ce qui est appris, bien, ça va venir nourrir les expériences que tu mets en pratique. Fait que c'est ça, un profil 1-3, disons. Puis il y en a 12 combinaisons comme ça. Mettons que je vais en prendre un autre au hasard, un chiffre qu'on n'a pas vu. On n'a pas parlé du 2 et du 4. Fait que 2-4, c'est un profil qui existe. Mettons qu'on parle de ça, de cette dualité-là. Donc, souvent, le 2, ça va être appelé ermite. Puis le 4, ça va être appelé opportuniste. Okay? Donc, si les gens vont sur un site qui génère avec des mots, probablement qu'ils vont dire « Ah oui, je suis un ermite opportuniste. » C'est bizarre. Fait que le 2, c'est quelqu'un qui va avoir une très, très grande sensibilité, qui va lire l'environnement, qui va chercher à se protéger, souvent quand c'est trop intense, donc d'où ermite, mais qui va avoir un côté, bien justement, cette sensibilité-là, elle donne une espèce de don naturel pour pouvoir nommer les choses qui sont perçues. Puis d'un autre côté, tu as le 4 qui a vraiment besoin de faire des connexions humaines, qui a besoin de connecter avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Donc, qui va avoir besoin de graviter dans des cercles sociaux. Ça ne veut pas dire que les autres profils n'auront pas besoin de le faire, là. Ça veut juste dire que pour le 4, ça fait
partie de sa raison de s'incarner. C'est ça qu'il apprivoise. Fait que s'il reste toujours dans son coin parce que son esprit lui dit « Ah, je suis tellement mieux quand je suis tout seul », bien, il ne va pas pouvoir s'incarner pleinement. Fait que les profils, c'est un petit peu des genres de tensions entre d'où on arrive, notre âme, puis ce qu'on est venu apprendre dans cette incarnation-ci, puis venir les réconcilier ensemble. Oui, c'est ça. Fait que le premier chiffre, c'est comme ce qu'on aime, où est-ce qu'on est bien, c'est là, confortable. C'est ça. Ouais. C'est vraiment, vraiment intéressant. T'sais, juste ça de se dire, hey, je peux avoir cette lecture-là ou cette connaissance-là par rapport à moi de c'est quoi la tension qui vient en moi entre mon esprit, ce dans quoi il est bien, puis ce que je suis appelée à venir faire. Puis moi, le partage, c'est vraiment... C'est ça qui se passe. Là. Je veux dire, ma nature est tellement plus... introvertie, garder les choses pour moi. Dans ma famille, on parlait pas vraiment des affaires qui se passaient. Puis là, tu vois, je suis devant un micro en train de partager mes affaires. Fait que je suis comme clairement, je suis en train de m'incarner. Puis c'est ce qu'on espère aussi quand on avance dans la vie, c'est tranquillement être dans notre véhicule puis de regarder comme qu'est-ce qui nous parle. Puis c'est vraiment une parenthèse, là, mais dans le Human Design aussi, on peut parler même, ça peut aller jusqu'à la nourriture que notre corps aime avoir ou les endroits dans lesquels on se sent bien. Toi, est-ce que tu adhères à ces choses là aussi, parce que ça, je trouvais ça vraiment aidant. J'étais comme, bon, hein, c'est comme, c'est pratique, là, c'est concret, cette affaire-là, parce que, tu sais, là, on parle de nos grandes missions de vie, tu sais, il y a la croix d'incarnation aussi, mais on n'ira pas là, parce que là, ça fait plus qu'1 heure qu'on jase, mais il y a tellement des grands concepts aussi de qu'est-ce que je suis venue faire ici, c'est quoi ma mission, mettons. C'est quand même vraiment, c'est quand même des réponses qu'on cherche, je pense, fondamentalement, les humains, quand on vient sur la Terre, là, de comprendre qu'est-ce qu'on fait ici. Mais tu sais, des affaires concrètes comme, ah, ben moi, je travaille mieux dans ce genre d'environnement-là. C'est quand même le fun aussi. Puis, est-ce que c'est ça? Je te vois un petit peu comme... Je sens de l'ambivalence. J'ai longtemps dit que je n'irais pas là. Ouais. Parce que il y a toute une dimension... on entend beaucoup, de plus en plus parler, justement, de la grossophobie, etc. Oui. Puis, il y a beaucoup de connotations, justement, avec cette nourriture-là, puis l'environnement où on est actif, où on est passif, qui pourrait venir déclencher des choses, qui pourrait amener les gens à dire « Ah, OK, il faut que je mange comme ça, donc je vais m'alimenter de cette façon-là. » Et ce n'est pas ça. OK. C'est vraiment pas dans cette direction-là l'intention de ce truc-là. Il y a 4 variables, il y a 4 informations qui sont associées à la position du soleil, du côté de la personnalité puis du côté du design, puis la position des nœuds lunaires. Fait que la position des nœuds lunaires, grosso modo, là, ça nous donne notre contexte. Ça nous donne là où on est bien. Moi, mon contexte, c'est rivage artificiel. Okay? Puis, dans mon contexte, j'ai aussi une perspective. Fait que quand je suis dans un environnement qui me convient, je vois les choses ou je perçois des choses d'une certaine façon. Et ça me permet de m'incarner comme il faut. Fait que quand j'enseigne les variables, j'ai fait le choix d'enseigner les variables pas juste comme des entités vraiment distinctes, mais vraiment comme tout ce package-là qui vient avec le profil, avec la croix d'incarnation, puis avec l'axe des nœuds lunaires pour vraiment montrer aux personnes qui apprennent avec moi que c'est pas juste de dire « OK, hey, moi, je suis vraiment bien quand je suis assis dans le siège en arrière, dans un café, parce que je peux avoir une vue sur la porte. » Mais d'aller chercher vraiment toute la profondeur de « OK, là, maintenant, quand je suis assise à cet endroit-là, c'est pour ça que je me sens aussi relax pour lire tous les livres que je veux consommer, pour baigner dans les connaissances que je veux apprendre, pour aller expérimenter ensuite en partageant avec les autres humains. » Fait que c'est vraiment d'aller tisser des liens entre toutes ces variables-là. Ouais. Puis oui, tu sais, ça fait des méchantes bonnes publications Instagram de dire t'es un environnement caverne, il faut que tu te mettes un capuchon sur la tête. Mais oui, c'est vrai. Souvent, les gens qui ont un environnement caverne vont se sentir plus confortables avec un capuchon ou des écouteurs.
j'ai parlé avec plusieurs personnes qui ont l'environnement caverne qui se sentent comme ça. Mais d'un autre côté, de limiter l'environnement à ça, je trouve que c'est de mettre beaucoup les gens dans des boîtes aussi. Oui, bien, parce que moi, mon environnement, je pense, c'est quelque chose comme marché public, ou une affaire de même, là. Tu sais, où est-ce qu'il y a des choses qui se des transactions, puis du monde qui passe. Puis c'est drôle parce que là, moi, quand j'ai lu ça, je faisais, ben pas pantoute. Moi, j'aime la campagne, j'aime le calme. Puis là, tu sais, justement, de comprendre ces nuances-là. Oui, mais c'est vrai que quand je vais dans un café ou quand je suis dans un endroit où je suis complètement anonyme puis qu'il y a du monde qui passe devant moi, il y a quelque chose qui se crée où ça me permet de m'amener dans une énergie de création puis de clarifier certaines idées. Fait que, tu sais, d'osciller entre différents milieux, tu sais. Puis j'avais une résistance. Moi aussi, je suis comme, bon, là, une autre affaire. Là, je vais pas me plier à ce que le human design me dit. Fait que je trouve ça beau que tu l'amènes comme ça aussi, de dire qu'il y a comme il y a tous ces points-là à considérer, puis que c'est ça. C'est pas juste comme voici ce que tu dois faire, puis voici comment tu dois manger, puis Hey, j'ai tellement de questions, là, puis en même temps, je sais qu'il faut que je m'arrête, là, parce qu'il y a des gens qui sont pas des manifesting generators qui nous écoutent en ce moment, qui sont peut-être fatigués. Ils ont d'énergie. En même temps, ils ont peut-être fait 4 fois pause là, dans cet épisode, mais j'aurais vraiment le goût de continuer parce que j'ai plein de questions. C'est super riche ce que tu offres. Là, je suis comme, on n'est même pas allé toucher là, puis on n'a pas fait ça, puis là, je dois faire des deuils de tout ça dont on n'a pas parlé, mais c'est tout le temps ça, les podcasts. On ne fait pas une formation avancée dans un sujet, mais je pense que ça peut vraiment ouvrir la porte. Puis là, pour les gens qui sont allumés là, par ce dont on vient de parler, le human design, ça pique leur curiosité. Ce serait quoi, disons, le premier pas que tu conseillerais de prendre? Puis où est-ce qu'on peut te trouver? Bien, je pourrais répondre à ces questions, mais je vais te laisser présenter comme orienter le guide touristique du human design. Tu nous envoies où? Bien, la première place pour découvrir justement sa charte, c'est de la générer. Il y a énormément de sites gratuits, mais bien sûr, le mien, c'est le meilleur. Bien, c'est sûr. Mais il y a un rapport. En fait, les gens peuvent télécharger un rapport gratuit de 10 pages s'ils génèrent leur charte sur mon site. Donc, ça va donner justement le type, le profil, l'autorité, donc qui vont permettre d'avoir une certaine petite base. Puis, ben il y a mon site un peu avec quelques informations, puis il y a beaucoup mon compte Instagram. Dans les dernières années, je l'ai bien nourri. Vraiment, vraiment. Non, mais c'est un des bons comptes Instagram, je trouve, où il y a du contenu pertinent, éducatif qui arrive de façon régulière, qui est varié aussi. Là, je vais te vanter, je vais te lancer des fleurs parce que je vois tout le travail que tu fais visiblement pour générer tout ce contenu-là. Ton infolette, c'est une de mes préférées. C'est une des seules que je lis, honnêtement. Là. Je dois en lire maximum 2 ou 3. Là. Les autres, j'ai fait j'ai jette. Mais la tienne, je l'ouvre parce qu'elle est intéressante, elle est éclairante aussi sur les transits, les choses qui se passent, les portes qui s'ouvrent, puis tout. Fait que aussi, il y a quelque chose qui est comme plus collectif. Fait que c'est vraiment intéressant aussi. Puis très, en tout cas, pour moi, je trouve ça super aidant, super clair aussi. Puis t'as des documents aussi qu'on peut acheter. T'as une boutique en ligne. J'ai une petite boutique en ligne avec quelques documents qu'il faudrait que je mette à jour, là, parce que ça fait déjà quelques années. En ce moment, je suis vraiment beaucoup dans les programmes. Formation. J'ai une formation qui s'adresse aux débutants, donc pour faire de la lecture de charte, mais la plupart de mes programmes sont pour les gens qui connaissent déjà le HD puis qui veulent aller plus loin, justement, dans les nuances, parce que de ce que j'ai entendu comme ça à travers les branches, il y a très peu de formations qui vont explorer les nuances. Souvent, les formations vont aller vraiment tout de pointe pour expliquer qu'est-ce que c'est, tel type, tel profil, etc. Mais pour aller dans les nuances, puis les profondeurs, puis tisser des liens, il n'y en a pas beaucoup encore, puis encore moins en français. Donc, j'ai choisi d'aller vers ce créneau-là. Puis voilà. Puis des fois, je vais donner des petits ateliers comme ça, ici et là, gratuitement. Donc, c'est aussi une bonne façon d'apprivoiser le HD. Oui. Puis est-ce que tu fais encore des lectures de chartes pour les gens? Très peu. Hein? C'est ça. J'ai pas beaucoup de disponibilité. C'est possible de me contacter pour voir si j'en ai. Je fournis mon calendrier. Mais j'ai pas beaucoup de dispo pour plein de raisons, là, dont 3 enfants qui ont des particularités. Oui. C'est ça. Et des rendez-vous. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Puis, donc,
tu as plus envie d'être au service par la formation. Oui. Je pense que c'est... Ouais. Oui, puis, mais en même temps, tu sais, ça me permet de former des personnes qui font des lectures aussi. Fait que je peux avoir peut-être aussi quelques noms à référer. Merci tellement pour ton temps, Karine. Je suis vraiment contente. Je vais retenir mes questions, puis on refera ça une autre fois si tu veux. Ou en tout cas, on pourra approfondir encore plus parce que là, on a mis la table. Là, mais maintenant que la table est mise, là, on va pouvoir déguster des bonnes affaires. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi.